N'imaginais pas travailler dans un bureau, rester enfermé toute la journée derrière un ordinateur. Pouvoir avoir un métier qui est en relation avec sa passion et pouvoir l'exercer à l'air libre comme ça tous les jours, c'est pour moi le plus beau métier du monde. Alors, Vous écoutez The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. Salut C'est Arthur. Arthur de The Court. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui pour l'émission S'entraîner avec des pros. Moi aussi. Toujours un plaisir d'échanger avec un connaisseur. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, je crois que ça fait une quinzaine d'années. On a dû se jouer 2 fois sur le terrain, des matchs serrés, je me rappelle. Ouais, on s'est joué deux fois en 3-7. Alors, je peux te dire, en fait, je me souviens bien, je rentrais de Floride. Je venais de passer une année pleine de tennis. J'étais bien entraîné. C'était 2007. 2007, on s'est joué dans un premier temps au championnat du Calvados. J'avais eu des balles de match et tu m'avais. Donc, c'était la demi-finale des championnats du Calvados. J'avais eu des balles de match. Tu m'avais battu en 3-7. Et on s'est retrouvés 2 semaines plus tard en demi-finale des championnats de Normandie, puisque le championnat du Calvados, il y avait 3 places qualificatives. J'avais pris la 3e place, donc j'étais passé au championnat de Normandie. Et on avait de nouveau fait un gros match sous une grosse chaleur. Et cette fois-ci, c'était moi qui avais gagné en 3-7. Et c'était un peu plus cruel pour toi parce que là, il n'y avait que 2 places qualificatives pour les championnats de France à Roland-Garros. Et j'avais pris cette 2e place à tes dépens. Voilà. Ouais. Et finalement, voilà, on a été ennemis, adversaires et ennemis sur 2 gros matchs. Mais ça a un peu forgé notre amitié derrière parce qu'on ne s'est pas perdu de vue. Et on est resté en contact et c'est toujours sympa de te recroiser et de discuter avec toi sur notre passion. Et bah ouais, c'était des moments. Je me rappelle que ça m'a coûté quelques larmes cette défaite. Je me souviens. Pour la petite anecdote, il devait faire 35 degrés. On avait eu nos quarts de finale le matin. Il faisait extrêmement chaud. C'était très, très dur. C'est vrai, je me Et à la rappelle. fin du match, quand je t'ai demandé si tu voulais boire un truc, tu étais tout blanc. Je pense que tu avais fait une insolation et tu m'avais demandé un chocolat chaud. Ah bon? Ça m'avait marqué. Voilà. Ah ouais, c'était dur. J'avais de la peine pour toi un peu. Roland-Garros, c'était un objectif. Grave, Et puis, grave. moi, j'ai eu la chance de le connaître. Je ne sais pas si toi, derrière, tu avais eu l'occasion de Non, juste par reparticiper aux autres. l'accompagnement de Jules, De du Jules. coup en Ouais. spectateur et fan, mais pas Ouais. pour jouer. Voilà. Eh bien, sans transition, Jean-Charles, est-ce que tu pourrais te présenter aux joueurs de tennis qui nous écoutent? Nous en dire un Ok. peu plus sur qui tu es et ce que tu fais. Alors, je m'appelle Jean-Charles Leroy, j'ai 34 ans. Ça fait maintenant 10 ans, 11 ans même que je suis diplômé d'État. Alors, l'enseignement, je le connais depuis un peu plus longtemps que ça parce que j'ai aidé mon club à Lisieux à l'époque avec Jean-Marie Ténénos, tennis club de la Pommeraye, et j'ai commencé à donner des cours en tant qu'initiateur à l'époque. Donc, aujourd'hui, on appellerait ça AMT, assistant moniteur de tennis, et je devais avoir 16 ans. Donc, avant de passer mon diplôme d'État à 24 ans, j'ai eu 8 années pour me former à l'initiation ponctuellement pour aider le club. Alors, j'étais pas vraiment destiné à ce métier puisqu'en fait, j'ai fait une école de commerce en Normandie, l'école de management de Normandie. Et finalement, à la sortie de cette école de commerce, j'ai pas vraiment accroché dans la branche dans laquelle je me destinais, qui était la finance. Et à la fin de mon école de commerce, à la fin de mes 4 ans d'école de commerce, je suis parti passer un master en management du sport à l'ESG dans le 11e. Et à la fin de ce master, j'étais en stage dans une agence de relations publiques dans l'événementiel sportif avec Jean-François Cojol, que les amateurs de tennis connaissent bien, puisqu'il a été dans les meilleurs joueurs de tennis il y a ça une quarantaine d'années.
Et donc, c'est Jean-François qui m'a un petit peu orienté vers le métier de prof de tennis. Il m'a dit, bah, tu devrais passer ton diplôme d'État, parce qu'une fois que tu l'auras, tu pourras faire un petit peu ce que tu veux dans ce métier. Et puis, comme je suis passionné de sport et principalement de tennis, ben j'ai suivi ses conseils. Et aujourd'hui, je ne regrette pas ce choix, puisque ben, ça fait 10 ans que j'enseigne et 10 ans que je m'épanouis dans ce métier, que j'ai rencontré des gens super et qui me donnent envie de continuer mon métier. Voilà, donc quand je dis des gens super, c'est des joueurs, c'est des élèves. Voilà, il y a un petit peu tous les profils, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Mais chaque échange me donne envie de continuer dans cette filière-là. Et puis pour l'instant, je me vois continuer encore pas mal d'années en tant qu'enseignant. D'autant que là, dans le tennis club de Marais-Marly, où j'enseigne, au mois de septembre, j'aurai la lourde tâche d'assumer le poste de directeur sportif. Voilà, d'ici Ok. 2 mois. Mais Et j'en suis très content. Ok. Tu m'as un peu grillé la question d'après, qui était pourquoi tu as décidé d'aider les joueurs à progresser au tennis. Elle est rigolote, cette Ouais. histoire d'avoir quelqu'un qui t'a un peu fait basculer. C'est un peu la première fois que j'entends ça. Généralement, Ouais. on entend souvent soit des joueurs qui aiment le tennis et qui se disent ouais, c'est cool de pouvoir l'enseigner après. Effectivement, c'est un job qui fonctionne. Il y a quand même souvent des postes, mais j'ai rarement entendu l'histoire de quelqu'un qui a été un peu motivé comme ça par une personne. C'est intéressant. Bah, je dirais qu'il y a. Bon, quand on est jeune, on se cherche pas mal. On ne sait pas forcément très tôt vers quel métier on veut s'orienter. Moi, il y a 2 choses en fait. La première chose, c'est que je suis fan de sport depuis que je suis tout petit, parce que mon père était joueur professionnel de basket et il m'a rapidement emmené sur les terrains de sport, quels qu'ils soient. Basket, foot, tennis. J'ai joué au foot en national en U15, donc en 2000-2001. Et si tu veux, je voulais vraiment garder un pied dans le sport. Et la deuxième chose, c'est que j'ai toujours adoré le contact avec les gens. Et j'avais besoin dans mon métier de pouvoir échanger. Vraiment, je ne m'imaginais pas travailler dans un bureau, rester enfermé toute la journée derrière un ordinateur. Alors, il y a probablement des gens qui aiment ça. Mais moi, voilà, j'estime que de pouvoir avoir un métier qui est en relation avec sa passion et pouvoir l'exercer à l'air libre comme ça euh, tous les jours, c'est pour moi le plus beau métier du monde. Alors c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont un petit peu plus délicates. L'hiver, on a froid, on termine nos journées assez tard. On a un métier qui est assez en décalage par rapport aux autres métiers, puisqu'on travaille sur le temps de loisir des gens. Donc ça veut aussi dire quelques sacrifices quand même. On travaille tard le soir, on travaille le week-end, parfois le samedi, parfois le dimanche. Et puis une bonne partie des vacances scolaires avec les stages. Mais oui, c'est vraiment un métier passion et dans lequel on échange en permanence avec les gens. Et en plus, les gens, on les voit dans un contexte où pour eux, finalement, c'est un contexte plutôt détente, parce qu'ils sont là aussi pour pratiquer leur loisir, pour pratiquer leur passion. Et donc, il y a forcément un point commun entre l'enseignant et son élève, Ouais, je qui est vois. la passion commune pour le tennis. Donc aider les gens, c'est ça que tu me demandais, c'était ça ta question, qu'est-ce qui m'a donné envie Ouais, d'aider les gens. Bah, déjà, sans parler de niveau tennistique, je vais répondre à cette question à tous les niveaux finalement. C'est de permettre finalement à la personne qui est en face de moi, donc à l'élève, de passer du bon temps et de s'épanouir dans quelque chose qu'il aime. Voilà, s'évader un petit peu de son quotidien. Pour les enfants, ça va être l'école. Pour les adultes, ça sera plus justement leur job qui pour la plupart, n'est pas toujours, comment dire, très, 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 je cherche le mot. distrayant, fun, Ouais, voilà, rigolo, très fun, détente, très quoi. fun. Voilà, donc ça leur permet de s'évader. Et puis, du coup, ma mission pour moi, c'est sur 1 heure de cours, ou parfois un petit peu plus, mais vraiment leur donner le meilleur de ce que je peux leur donner pour qu'ils passent un bon moment et qu'ils aient envie de revenir, pour les fidéliser aussi. Voilà, parce Écoute, que c'est vrai.
pour ceux Vas-y, qui ouais. nous écoutent, on viendra un peu plus tard dans la conversation sur vraiment le tennistique à 200% avec comment on peut aider techniquement, tactiquement, Mhm. mentalement, physiquement à mieux jouer. Mais ça me va de continuer un peu. Tu commences à parler de type de public, les enfants, les adultes. Ouais. Toi, grosso modo, sur une semaine ou sur une année même, tu sais combien tu as d'heures avec des adultes? Combien d'heures tu es sur le terrain avec des Alors, adultes? ouais, j'ai globalement une vingtaine d'heures d'école de tennis par semaine. Et je vais compléter avec, donc quand je dis école de tennis, c'est pour les enfants, et je vais compléter avec une quinzaine d'heures de cours collectifs adultes ou indives. Et dans les Ouais. indives, j'ai principalement des adultes, principalement. Voilà, Ok. donc on va dire 60-40, ouais, 60-40, 60% enfants et 40% adultes. Et c'est bien parce que ça me permet justement de ne pas toujours faire la même chose et, et que la routine ne s'installe pas trop vite. Parce que c'est vrai que statistiquement, je sais j'avais vu une étude qui disait que la durée de vie d'un prof de tennis dans son métier était très courte. Ça m'avait surpris. C'était de l'ordre de 3 ou 4 ans, donc des profs qui s'arrêtaient très tôt Ouais. parce que probablement une certaine lassitude, peut-être toujours le même public, euh, peut-être toujours, voilà, toujours un petit peu les mêmes séances. Alors c'est un métier dans lequel il faut être très créatif, hein, il faut savoir inventer des situations. Il y en a bah, tu sais, hein, il y en a des centaines, des milliers. On peut travailler sur plein de choses. Après, il y a peut-être des profs qui sont un petit peu moins créatifs que d'autres et qui vont avoir tendance à s'ennuyer un petit peu plus vite que d'autres. Et le problème, c'est que ça se ressent beaucoup en face. L'élève va le ressentir Mm. rapidement et c'est ça qui fait que je pense on a un petit peu en perte de vitesse au niveau de la Fédération française de tennis depuis quelques années. Hein. On perd des licenciés, il y a des clubs qui disparaissent. Alors je vais pas dire que c'est que de la faute de certains profs et que et qui crée de la lassitude chez les élèves. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres paramètres, mais ça peut faire partie justement de cette Ouais. petite perte de vitesse du tennis en France. Alors, j'ai pas forcément étudié les statistiques dans les autres pays, mais je pense que dans un pays comme les États-Unis où le tennis est enseigné de manière un petit peu plus libre et un petit peu plus fun, même parfois avec de la musique sur le terrain, je te le dis en connaissance de cause parce que je l'ai vécu. J'ai vécu 1 an et demi en Floride et je sais que les entraînements là-bas sont complètement différents des entraînements en France. En France, il faut rentrer dans les cases, Ouais. il faut respecter plein de choses, plein de protocoles, etc. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus libre. C'est Et puis intéressant que tu dises ça parce finalement, que pour ma part, je pense que j'ai arrêté les cours collectifs après précisément 3 années d'apprentissage de cours collectifs enfants et adultes. Et je connaissais ouais, pas du tout la stat que tu viens de donner. Et j'avais aussi l'impression, notamment dans un club où je trouvais que tout le monde était justement, on devait être dans des cases, à la fois faire ce qui était demandé de faire, mais finalement ne pas du tout faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et ouais, moi, c'était insoutenable pour moi au point que bah voilà, ça a juste duré 3 ans et que je me suis dit que jamais de ma vie je recommencerai ça. ouais, Et je trouve ça hyper dommage parce que de base, tu commences cette mission avec un grand sourire parce que c'est un super job, parce que comme tu le dis, il y a du contact direct et du retour, du feedback direct des joueurs. Et notamment, bah, comme tu le dis, vu que c'est un moment en soirée après le taf, bah, c'est déjà de base les joueurs sont contents d'être sur le terrain et de changer un petit peu de la routine quotidienne. Et ouais, finalement, c'est quand même assez dramatique, je trouve, parfois, l'incapacité de faire des choses intéressantes. Et j'ai le souvenir d'un élève que j'ai eu pendant pas mal de temps qui, justement, lui, est parti bosser aux États-Unis, à Seattle. Et il m'envoyait des vidéos de ses cours de tennis après, où c'était ouais. effectivement. Alors, c'était à 7 heures le matin, le cours. Il me disait, c'est Mhm. incroyable, on est 15, mais on est sur 5 terrains. Et du coup, Ouais. Ouais, ils étaient c'est que très à différent. 3 sur un terrain. Ça enchaînait dans tous les sens. C'était 7h, Mhm. 9h le matin. Genre, jamais tu ne verrais ça en France. Et le mec avait la banane. Il me disait, c'est pas du tout les mêmes exercices que ce qu'on faisait. C'est trop bien et tout. Ouais. Et j'étais tellement content pour lui.
Ouais, est non, tellement non, c'est triste pour sûr. moi. C'est sûr. Après, voilà, je dis pas je dis pas que c'est mieux aux États-Unis, mais je dis que la façon de, la façon d'enseigner est très différente qu'il y a un petit peu plus de liberté et que c'est un petit peu moins Mm. protocolaire qu'en France. Après, Question d'espace aussi. on a quand même en France un système qui tourne bien, hein. On a quand même des bons joueurs qui sortent. On a pas mal de clubs formateurs. Mais au Ouais. niveau de l'aspect fun, hein, c'est le mot que tu utilisais tout à l'heure. Voilà, il faut vraiment que le prof se remette en question et se dise est-ce que je suis en train de donner du plaisir au joueur qui est en face de Mm. moi. Et moi, je suis capable de te dire à la fin d'un cours collectif ou à la fin d'une endive si le joueur qui est en face de moi, sans qu'il me dise rien, est-ce qu'il a passé un bon moment, est-ce qu'il va me ressolliciter pour un autre cours particulier, ou est-ce qu'un enfant va se réinscrire à la fin de la saison pour la saison prochaine. Je pense que c'est vraiment la problématique numéro une à laquelle un prof de tennis doit s'intéresser, quoi. Mm. Et d'ailleurs, finalement, il y a un juste retour des choses. C'est quand le prof s'investit et que son élève le ressollicite ou qu'il se réinscrit sur l'année d'après, bah, ça apporte du travail supplémentaire au prof. Et un prof qui ne s'investit pas, ben, ce qui va se passer, c'est qu'il va progressivement perdre une charge de travail, perdre des élèves. Et puis, c'est peut-être aussi pour ça, par la force des choses, au bout d'un moment, qu'il s'arrête, quoi. Mm. Soit Mm. il s'arrête de lui-même, soit parfois, il y a des bureaux, des présidents, des directeurs sportifs qui vont tout simplement se séparer de ces profs-là qui s'investissent moins, hein. Mais tout le monde le voit, c'est quelque chose de très visible de l'extérieur, hein. Des parents qui vont Ouais. regarder une séance, un président de club qui va s'intéresser un petit peu à ton travail. Voilà, c'est quelque chose qui se voit. Alors moi, je suis de nature quelqu'un de très, très positif, très enthousiaste et comme je te disais tout à l'heure, j'aime partager ce positivisme et cet enthousiasme. Et je pense que c'est pour ça que les gens aiment bien passer du temps avec moi, au-delà même du cours de tennis, finalement. Mm. Alors, si on parle un peu plus des joueurs maintenant, sur des cours collectifs ou même des indives, Oui. euh, d'un point de vue tennistique, pour toi, c'est quoi le problème que tu vois le plus chez les joueurs qui les empêche ou qui les freine dans leur recherche de plaisir ou pourquoi pas de progression, de compétition? Les premiers problèmes que tu vois. Alors, il y a plein de freins, mais je dirais que aujourd'hui, on a tous envie, quand on regarde la télévision, on a tous envie de ressembler à un Federer, à un Nadal, à un Djokovic. On a tous notre joueur, euh, notre joueur préféré ou nos deux joueurs préférés. Bon, tu connais le mien, hein. Je crois qu'on partage, on partage les mêmes émotions pour Roger Federer. Euh, et en fait le fait qu'on ait tous envie de ressembler à ces joueurs-là, c'est à la fois quelque chose de positif, mais en même temps quelque chose de négatif. Quelque chose de positif parce que ce sont ces joueurs-là qui nous donnent envie d'aller sur le terrain. Ils nous donnent envie d'aller sur le terrain parce qu'on a envie de faire la même chose qu'eux. Sauf que quand on arrive sur le terrain, ben, c'est pas la même histoire. Et le fait qu'on essaie de reproduire exactement ce qu'ils font, bah parfois ça peut être un petit peu piège parce qu'on va essayer des choses qui sont trop difficiles par rapport à ce qu'on sait faire techniquement et même physiquement parlant, mécaniquement parlant, biomécaniquement parlant. Ils savent faire des choses qui sont extrêmement précises et qui sont beaucoup plus difficiles à réaliser pour un joueur lambda, pour un joueur de club. Donc, par exemple, tu vois, un petit peu universelle du joueur de club, ben, je pense qu'il va falloir jouer très près du filet pour bien jouer, pour que le coup soit spectaculaire, il va falloir frôler le filet, pour qu'un coup soit Ouais. spectaculaire, il va falloir jouer très près des lignes, pour qu'un coup soit spectaculaire, il va falloir mettre l'adversaire à 5 mètres de la balle en deux frappes. Et finalement, ça amène tous ces joueurs de club à faire énormément de fautes. Et je dirais que c'est peut-être le frein numéro un dans la progression d'un joueur quatrième série, voire même troisième série. C'est de vouloir jouer un petit peu pour les caméras, de vouloir faire un petit peu le spectacle, de vouloir jouer le beau jeu au lieu de jouer le jeu juste, je dirais. Mm. Et Voilà, le jeu pour moi juste, c'est du le coup, premier frein.
Le jeu juste, après, tout dépend du niveau auquel tu t'adresses. Mais ce qu'on apprend au départ à des petits, à des petits-enfants, c'est déjà de la régularité. Hein, donc, passer la balle au-dessus du filet, aller de bas en haut pour éviter ce premier adversaire finalement qu'est le filet. Ouais. Là, tu vois, en ce moment, on est contraint à jouer dehors et je dis à mes élèves, mais vous vous rendez compte que vous avez un espace illimité au-dessus du filet et que finalement, ce filet qui fait globalement 1 mètre, hein, qui fait, je crois, c'est 0,914 au milieu et un petit peu plus d'1 mètre sur les côtés, on arrive quand même à mettre la balle dedans. Donc, Ouais. donc voilà, les petits, on leur apprend à lever la balle. Moi, je sais que je fais pas mal d'exercices avec le fil rouge que je vais mettre à 2 mètres, 2 mètres 50, parfois même 3 mètres au-dessus du filet. Et que c'est un bon moyen de faire comprendre aux jeunes que ils peuvent toujours mettre la balle dans le terrain et être encore plus efficaces, plus performants, surtout plus réguliers en prenant de la hauteur. Voilà. Exact. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on apprend dès tout petit. Après, moi, mes élèves quatrième série, même les enfants, j'aime bien leur faire réciter l'alphabet sur les échauffements. Donc, l'objectif, c'est le premier binôme qui va arriver jusqu'à Z. Donc, une lettre à chaque frappe de balle. Mm. Et donc, on a un objectif qui est précis. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, de se fixer des objectifs précis. Et puis, là, on sait qu'en arrivant jusqu'à Z, on aura mis la balle pas mal de fois dans le C'est un bon terrain. Et exercice, ça. ouais, et puis les enfants aiment bien parce que ça va au-delà de compter 1, 2, 3, 4, 5, où finalement, là, justement, l'objectif n'est pas précis, n'est pas vraiment délimité, alors qu'une fois que tu es arrivé à Z, tu sais que tu as accompli ta mission. Mm. Et que Genre, si je ne me trompe pas, il y a 26 lettres dans l'alphabet, donc ça fait 13 frappes chacun, ce qui est déjà très ouais, c'est bien, costaud. surtout pour des enfants qui démarrent le tennis, mais on peut tout à fait faire la même chose chez des adultes. Ouais. J'aime bien parce que pour en avoir beaucoup discuté avec mon frère Jules récemment, je Mhm. pense qu'on a un terme un peu plus technique. Jules, il dit toujours, mais je comprends pas les joueurs qui font des fautes trop rapidement ou Ouais. euh, qui ne sont pas capables de mettre la balle juste au centre. Et il dit toujours un terme qui est pas le mien, mais du coup qui me suscite quelque chose à chaque fois. Il parle toujours de marge de sécurité. Ouais, Et en absolument. fait, moi, ce terme me parle pas trop parce qu'en fait, je trouve que c'est pas, enfin, c'est quelque chose qu'on peut visualiser, mais pas tant que ça. Et là, tu vois, l'exercice que tu me donnes comme ça moi, je suis beaucoup plus dans le compter. Genre, ok, tu passes Ouais. pas à l'exercice suivant tant que t'as pas réussi celui-ci 15 fois ou 10 fois ou 20 Ouais, fois. fixer un objectif précis, très important. Ouais, t'as raison. Ouais. Donc, Et là, j'aime bien ouais, rajouter comme ça de la visualisation dans l'exercice ou le fait de compter, donc de l'analyse. Ça apporte quelque chose de hyper ludique. Je trouve que pas mal de sports qui n'ont pas, et du coup, le tennis, c'est une chance pour ça, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Alors, c'est drôle ce que tu me dis là par rapport au terme de Jules, marge de sécurité. Ce matin, tu vois, pas plus tard que ce matin, j'avais une jeune Yvelinoise là, qui a 4-6 que j'entraînais. Et elle a un jeu très offensif. Elle prend la balle très tôt, elle avance, elle est assez costaud, donc elle met beaucoup de poids dans la balle. Donc sa balle avance déjà très vite. Mais elle est persuadée qu'il faut qu'elle joue très près des lignes pour être performante. Et le problème, c'est que finalement, quand tu vises la ligne, que ce soit la ligne de couloir ou la ligne de fond de cours, la moindre petite erreur d'ajustement peut rapidement se transformer en faute. En revanche, quand Ouais. tu vas viser, par exemple, ce matin, j'avais installé des plots, j'avais installé des bandelettes. Et quand tu vas viser des bandelettes qui sont installées à 1,50 m de la ligne de fond de cours, à 1,50 m de la ligne de couloir, et que tu gardes cette même intensité, on se rend compte que ça met déjà en difficulté l'adversaire, mais ça te permet surtout d'avoir cette marge de sécurité dont parle Jules. On n'a pas besoin de viser les lignes pour être performant. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je te parlais de Federer, de Nadal, de Djokovic, leurs débuts de points sont très souvent, alors peut-être plus Djokovic ou Nadal, qui ont des filières de jeu un petit peu plus longues que Federer, mais on voit sur leur début de points, ils prennent énormément de marge. Ça ne veut pas dire qu'ils poussent la balle, ils mettent énormément d'intensité, mais ils prennent de la marge.
Ils essaient de jouer long, mais on voit qu'il y a 1 mètre, 1,50 m, parfois 2 mètres de sécurité par rapport aux lignes. Puis bon, ça n'empêche que parfois, oui, ils vont avoir des frappes qui vont se rapprocher de la ligne. Parfois, ils vont faire des fautes, mais c'est pas sur chaque frappe. Federer serait peut-être un joueur qui jouera un petit peu plus près du filet, un petit peu moins haut, jouera peut-être un petit peu plus près des lignes, mais parce qu'il a une filière de jeu qui est un petit peu plus portée vers l'avant. Il aime bien terminer ses points en abrégeant un petit peu le nombre de frappes. Il y a des statistiques d'ailleurs qui sortent quand Federer est opposé à Nadal ou opposé à Djokovic. Le nombre de points gagnés entre 1 et 3 frappes est souvent à l'avantage de Federer. Ça s'équilibre quand on est entre 3 et 8 frappes. Et puis au-delà de 8 frappes, c'est clairement, en règle générale, l'avantage qui tourne à Nadal ou à Djokovic. Donc il faut voir aussi en fonction des joueurs qui s'affrontent et des filières de jeu de chacun. Mais voilà, tout ça d'intensité dont tu parles, parce que en fait, trop souvent, je trouve que les joueurs qui débutent ont des croyances qu'effectivement, il faut faire un point de fou pour un point qui devrait être normal. Et en fait, on pense trop souvent à où est-ce que, en fait, pour moi, on se trompe sur intensité versus faire un beau point. Et en fait, pour moi, faire un beau point et réussir un beau point, c'est effectivement mettre 100% d'intensité sur chaque balle, sur chaque engagement, mais ça ne veut pas dire mettre la balle sur la ligne. Au contraire, on peut mettre une très bonne balle une fois à gauche, une fois à droite, et sans forcément la mettre sur la ligne, quoi. Ouais, après, il faut donner une définition à ce qu'est l'intensité. Chacun aura sa propre définition de l'intensité. On peut tout à fait mettre de l'intensité dans les jambes, être très, très explosif sur sa reprise d'appui, c'est déjà quelque chose c'est déjà une définition de l'intensité, être performant sur le démarrage, être performant sur les premiers pas, pour pouvoir réussir à prendre la balle tôt. Alors ça, c'est pareil, quand on met de l'intensité, on va aussi aller plutôt que d'attendre la balle, on va essayer d'aller chercher la balle un petit peu plus tôt. Donc là, moi, c'est ce que j'appelle plutôt l'intensité au niveau des jambes. Et puis après, on va avoir de l'intensité aussi dans l'exécution du mouvement, avec quelle énergie on va produire le mouvement. On peut avoir un joueur qui va énormément lifter, et donc qui va mettre énormément d'intensité dans la balle, mais qui va garder sa balle au milieu du court, parce que son lift va lui permettre de prendre de la sécurité par rapport au filet et par rapport aux lignes de fond de court. Et à côté de ça, on peut avoir un joueur qui met un petit peu moins d'intensité, mais qui va avoir une frappe beaucoup plus à plat, et qui va prendre plus de risques avec une frappe tendue, qui va raser le filet ou qui va sortir sa balle en longueur parce qu'il aura manqué de lift. Mais voilà, on peut tout à fait avoir un jeu sécurisé avec de l'intensité. Ouais, je suis d'accord avec ça. On commence du coup à parler un peu technique, je sens. Autant y aller à fond. Pour parler d'intensité et en même temps de régularité, je voudrais qu'on se focus pas mal sur la régularité pour être capable, comme tu dis, de mettre la balle 13 fois dans le terrain ou au moins 5 fois. J'ai fait d'ailleurs un exercice récent avec un ami et qui faisait la faute trop rapide. Et je lui disais, écoute, on va se faire un truc, ça s'appelle la règle des 5. Tant que tu n'as pas mis la balle 5 fois de suite dans le court en étant à 100%, le point n'est pas bon. Tu n'as pas le droit d'attaquer. Tu n'as pas le droit d'attaquer tant que tu n'as pas mis 5 fois la balle avec 100% d'intensité dans le terrain, mais sans vouloir faire le point gagnant. Et je lui donnais des conseils comme ça un peu, évidemment, physique, donc d'engagement à 100% dans la balle, qui ne veut pas dire frapper un missile, mais juste donner tout de la tête aux pieds pour être engagé dans sa balle. Je parlais notamment de bien descendre sur les jambes, de pouvoir pousser avec les jambes vers la zone où il a envie de jouer, également d'avoir un plan de frappe avancé, mais de garder un peu de sécurité au moment où il frappe la balle pour que la balle reste dans le terrain. Si toi, j'imagine que tu vois très bien ce type d'élève qui fait la faute peut-être trop rapidement, un conseil technique ou des conseils techniques, ou du moins quel est le défaut technique que tu vois en premier et qui peut être corrigé? Alors,
Aujourd'hui, j'essaie de sensibiliser énormément mes joueurs au lift, tout simplement parce que, bon, tu vois, j'en ai déjà parlé pas mal avant, tout simplement parce que le lift est apparu il y a quelques années et c'est ça qui a permis justement de donner un petit peu plus d'intensité au jeu depuis quelques années. Donc, si tu veux, pour lifter, on va vraiment rentrer dans le comment dire, du vocabulaire technique. Mais pour lifter, on va avoir besoin de fermer un petit peu plus les prises. Donc, par exemple, en coup droit, partons de la prise marteau. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ces termes, mais on a une partie de la main qui s'appelle l'éminence hypothénare, qui est sur le côté gauche de la main droite ou sur le côté droit de la main gauche. Et en fonction de la position de l'éminence hypothénare sur le manche, on est capable de définir quelle prise on a. Donc, en gros, la prise marteau, qui est une prise qui était utilisée il y a un siècle dans le tennis, hein, quand on a vu les premiers joueurs de tennis, les Suzanne Lenglen par exemple, jouaient beaucoup en prise marteau, c'est-à-dire le lift n'existait pas, c'était des frappes à plat, des frappes coupées. Pour avoir une prise marteau, l'éminence hypothénare doit être positionnée sur la face supérieure du manche. Et progressivement, au fil des années, les prises se sont fermées un petit peu pour justement produire ce lift qu'on a pu voir dans les années 70, 80, se développer un peu plus avec des profils type Borg, Vilas, Wilander. Voilà. Et eux, leur prise, finalement, l'éminence hypothénare, donc en coup droit, aura tendance à aller un petit peu plus sur la droite du manche. Voilà, on a ce qu'on appelle le méplat latéral droit, hein, donc ça c'est une prise fermée de coup droit où on va avoir l'éminence hypothénaire qui va se positionner dessus, alors que quand on est en prise marteau, l'éminence hypothénaire est plus sur la face supérieure en fait. Donc le lift, je sensibilise pas mal au lift, donc je ferme un petit peu les prises et on travaille Tu sur ce arrives à qu'on faire appelle. gratter justement tes Ouais. élèves? Ouais, j'arrive à les faire gratter. Après, le deuxième sujet, parce qu'on peut tout à fait avoir une prise fermée, mais pas forcément liftée finalement. Il y a quelque chose qui doit accompagner la fermeture de cette prise, c'est la mise à niveau. C'est-à-dire que la tête de raquette va devoir se mettre sous la main. Ouais. Pourquoi quand on dit lift, en fait, c'est un terme anglais. Hein. To lift en anglais, ça veut dire lever et monter. Donc ça implique qu'il faille partir d'en bas. Pour pouvoir partir d'en bas, il faut que la tête de raquette vienne se mettre sous la main. Et un paramètre qui est extrêmement important et qu'on retrouve chez tous les joueurs à haut niveau, c'est le relâchement. C'est-à-dire que si vous serrez très fort votre manche, vous allez verrouiller les muscles de la main, vous allez verrouiller les muscles de l'avant-bras et votre poignet va être verrouillé. Or, ce qui va être important, c'est de relâcher un petit peu ce poignet en ne serrant pas trop fort avant la frappe. Hein. Je vais relâcher, je vais desserrer un petit peu le serrage de ma main sur le manche pour pouvoir justement laisser descendre cette tête de raquette, relâcher mon poignet. Et là, on va avoir une mise à niveau qui va se faire en dessous de la balle et qui va nous permettre de pouvoir remonter la tête de raquette pour venir frotter la balle. Donc, frapper de bas en haut, aller vers le haut, donc lifter, to lift. Ça, c'est quelque chose que les élèves ressentent bien. Je sais qu'il y a des exercices qui sont pas mal. Alors, pour les enfants, je vais utiliser des images, c'est-à-dire, par exemple, je vais leur dire il va falloir frapper la balle au rez-de-chaussée, mais avant de frapper la balle au rez-de-chaussée, on va descendre la tête de raquette au sous-sol. On va frapper au rez-de-chaussée et pour continuer l'action verticale de la tête de raquette, voilà, on va emmener la tête de raquette jusqu'au premier étage avant de redescendre. Je leur parle aussi du mouvement d'essuie-glace, par exemple. Ouais. Ça, et qu'est-ce que. Alors, je voulais te dire autre chose aussi, un autre exercice. Non, voilà, Non, mais pour rebondir dessus, tu as raison. Moi, je suis persuadé que, et évidemment, c'est pas facile, mais que de gratter la balle, d'être capable de lifter, c'est déjà une première étape vers la régularité, Ouais. vers le choix des zones. Je trouve que Surtout si tu veux mettre de l'intensité. Ouais. Tu ne peux pas mettre d'intensité aujourd'hui en cherchant la sécurité. On ne peut pas mettre d'intensité avec une prise marteau. Il va falloir à chaque fois, sur une prise marteau, il va falloir être dans le contrôle. Le bras n'a pas la même vitesse sur un lift et sur un chop, par exemple. Sur un chop, le bras va un petit peu moins vite puisque la balle a tendance à
à plonger un petit peu moins vite. Donc, c'est un coup qui va être beaucoup plus contrôlé. Le bras va aller un petit peu moins vite. Si, un exercice dont je voulais te parler, je fais beaucoup travailler mes élèves en tenant la raquette. Alors, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais en tenant la raquette à 3 doigts, voire à 2 doigts, pouce index, pour leur faire comprendre, voilà, la pince, pour leur faire comprendre que finalement, c'est pas avec de la force qu'ils vont pouvoir envoyer la balle loin, mais plus avec du relâchement, avec de l'élasticité. En fait, le muscle doit travailler de manière la plus élastique possible. Voilà. Ouais. Et j'aime bien utiliser cette comparaison et dire que finalement, quand on regarde les meilleurs jeunes Français à 12, 13, 14 ans, qui ont une technique appropriée et qui savent tous lifter dans ces catégories d'âge-là pour les meilleurs joueurs français. À côté de ça, on peut prendre un adulte qui fait 110, 120 kilos, voire plus, même un rugbyman, même un boxeur, qui lui ne connaît pas forcément la technique appropriée, qui va serrer sa raquette très fort, qui va avoir plus recours à la force qu'au relâchement, et finalement on se rendra compte que sa balle part moins vite que celle du petit bonhomme qui fait 45 kilos et qui a une technique appropriée, et notamment énormément d'élasticité dans ses mouvements et de relâchement. Et justement, disons que là, grâce à ces conseils-là, ces exercices, je suis capable maintenant de mettre la balle dans le terrain, de la gratter, de pouvoir jouer à gauche, à droite. On voit aussi des joueurs qui mettent finalement pas mal d'effets, qui font pas trop de fautes. Et voilà, ils sont aux alentours de classement 30, 31, 15, 5. Mais ils n'arrivent pas à passer l'étape supplémentaire. Ils commencent à rencontrer des joueurs qui, effectivement, parfois frappent plus fort. Ou d'autres qui sont plus endurants. Et je vois aussi, je suis sûr que tu vois ce cas du joueur qui remet la balle, mais à qui il manque quelque chose maintenant, une fois qu'il est capable il a compris cet effet pour aller battre un mec à 15-2, à 15-1, essayer de se positionner sur ces classements-là. Quelle étape après, tu vois, après cette régularité, qu'est-ce que je peux faire pour progresser encore plus? Alors, une fois qu'on a mis la balle dans le terrain, bon, déjà, on a compris pas mal de choses. Il y a une règle qu'on répète assez souvent, qui est de mettre la balle une fois de plus dans le terrain que l'autre. Voilà, je crois d'ailleurs que tu en parlais dans une de tes vidéos, parce que j'en ai visionné pas mal. Et donc, je crois que tu parlais de cette anecdote, un monsieur qui t'avait dit cette phrase qui t'avait marqué il y a quelques années. Je ne sais plus si c'était au tennis club de Caen ou ailleurs, mais voilà, ça t'avait marqué et c'est très vrai. Maintenant, on peut avoir tout à fait le même profil de joueur en face de nous. Il va faire exactement la même chose et on se dit, mince, tiens, je mets la balle dans le terrain, mais lui aussi, il met la balle dans le terrain et finalement, les points sont interminables. Alors toi, tu parlais de mettre la balle, déjà se contenter de mettre la balle au centre, ce qui est déjà très bien. Après, pour progresser, il va falloir aller chercher des zones un petit peu plus précises, des zones en tout cas qui vont faire mal à l'adversaire. Alors ça peut être des zones plus latérales, mais ça peut aussi être des zones très centrales. Par exemple, pour ceux qui avaient suivi la finale du Master entre Djokovic et Alexander Zverev, si je me trompe pas, Zverev avait battu, il me semble que c'est Zverev, c'est Zverev. Zverev avait battu Djokovic en adoptant une stratégie qui était totalement différente de celle qu'il avait adoptée quelques jours plus tôt dans les phases de poule. Djokovic est un contreur hors pair et il adore se faire bouger. Donc finalement, quand vous commencez à mettre de l'intensité sur Djokovic, à jouer à gauche, à droite, là, c'est là où il va vous contrer, il va utiliser votre vitesse et puis il va gagner presque à tous les coups. Et le jour de la finale, Zverev avait adopté une stratégie qui était complètement différente. Il avait beaucoup plus arrondi, il avait joué beaucoup plus au centre, il avait forcé un petit peu Novak Djokovic à faire le jeu. Et Djokovic paraissait un petit peu perdu. Alors, je ne dis pas que Zverev avait fait que ça, mais globalement, c'était un petit peu la stratégie que j'avais identifiée et qui avait bien fonctionné. Alors là, on parle du plus haut niveau, mais l'idée de fond, c'est ça, c'est de trouver la stratégie et de trouver les zones, les trajectoires qui vont le plus déranger l'adversaire. Donc, une stratégie très basique pourrait être, par exemple, de partir du principe qu'en règle générale, les joueurs sont moins forts en revers qu'en coup droit. Je dis bien en règle générale parce qu'il y a des exceptions. Mais se dire, si j'arrive à tenir la balle sur le revers de mon adversaire, peut-être que la faute arrivera un petit peu plus vite
que si je tiens la balle sur son coup droit. Après, on peut avoir un profil de joueur en face qui va être un petit peu en surpoids. On a identifié que sa condition physique était friable, qui manquait d'endurance. Ben, peut-être que ce joueur-là, on va plus privilégier une stratégie de déplacement, gauche-droite, gauche-droite. Donc voilà, donc là je parle du même niveau, hein. On peut parler d'un niveau 4e série. La bonne stratégie ne sera pas forcément toujours la même. Il faut savoir mettre dans la balance nos points forts, nos qualités premières, et essayer d'identifier rapidement le principal défaut, s'il n'y en a qu'un, mais en général il y en a plusieurs, mais le défaut qui va ressortir le plus chez l'adversaire. Et finalement essayer de faire un bon mix de tout ça, un bon mix-check, et puis bien mélanger de manière à trouver la bonne recette pour mettre à défaut notre adversaire en utilisant un maximum nos points forts et en allant titiller les points faibles de l'adversaire. Ouais, Donc, j'adore cette notion-là et pour avoir tourné pas mal de vidéos récemment avec Jules sur ce sujet, on en parle tout le temps. Être capable, le plan A, c'est savoir quels sont tes points forts, toujours, tes points faibles également, et repérer dès le début les points faibles de l'adversaire. Dans le dernier ouais. épisode de podcast où j'ai discuté avec Robin Bailly, qui est entraîneur de la Ligue de Normandie maintenant, Ouais. il disait que dès l'échauffement, il demandait à ses joueurs d'être capables, et il leur disait à la fin du match, OK, dès l'échauffement, qu'est-ce que tu as vu comme point Ouais. à noter de l'adversaire? Et il donnait des Ouais. petits exercices comme ça pour se dire, à l'échauffement, finalement, à un moment donné, je peux envoyer, pourquoi pas une balle un peu plus sur le côté, ou je peux envoyer 5 balles de suite côté coup droit, 5 balles de suite côté revers, pour Ouais. voir où est-ce que là, il va faire une faute. Et déjà, Mhm. comme ça, comprendre quels sont les points faibles de l'adversaire. Ouais. Ouais, non, tout à fait. Et il faut vraiment sensibiliser le plus tôt possible à ça, à cette analyse, parce que je vois encore, tu vois, là j'entraîne un petit là qui fait partie des 3 meilleurs joueurs des Yvelines, qui a 9 ans. Je ne cite pas forcément son nom, mais je trouve qu'à cet âge-là, les entraînés de ligue, par exemple, jouent tous très bien, ils savent tous parfaitement taper dans la balle, mais bien taper dans la balle et bien jouer au tennis n'est pas du tout la même chose. Et je constate qu'ils ont très peu de plans tactiques, et qu'ils n'ont surtout pas, peut-être pas encore à cet âge-là, la capacité d'identifier ce qui va gêner l'adversaire. Être capable de le faire à cet âge-là, c'est vraiment avoir une grosse longueur d'avance. Mais par exemple, ce que j'essaie de travailler avec mon petit gars, c'est que je trouve qu'ils sont tous assez à l'aise, en tout cas dans les meilleurs, ils sont tous assez à l'aise sur les déplacements latéraux. Ils sont très rapides à gauche, à droite. Par contre, ils sont assez petits. Et je trouve qu'il y a peu d'enfants qui vont jouer sur cette variation de profondeur. Par exemple, essayer d'utiliser un petit peu plus l'amorti pour faire venir l'autre au filet, et puis derrière le lober. Ou travailler un petit peu plus sur le lift pour pouvoir obliger l'adversaire à frapper des balles hautes. Donc voilà, essayer vraiment de sensibiliser ça, essayer de trouver avoir le bon coup d'œil et la bonne analyse, mais le plus tôt possible. Quand on prend cette habitude-là à 7-8 ans, c'est quelque chose qu'on va garder toute notre carrière de joueur de tennis. Voilà. Après, on voit qu'il y en a d'autres qui découvrent ça à 35, 40 ans, voire même plus tard, et se disent, ah bah mince, si on m'avait dit ça quand j'ai commencé le tennis il y a 20 ans, je serais peut-être mieux classé, j'aurais peut-être perdu moins de temps, quoi. Ouais, alors qu'il est finalement encore le temps d'adapter ces choses-là, parce que là, effectivement, comme tu le dis, celui qui gagne le point, c'est pas forcément celui qui a la meilleure technique, mais c'est celui qui va remettre la balle une fois de plus dans le terrain, ou celui qui a plus le sens du jeu. Et finalement, ce sens Absolument. du jeu, on peut le développer à n'importe Tu quel peux, âge, quoi. tu pourras poser la même question à Jean-Marie Télénos, avec Ouais. son coup droit en prise marteau et son chop de revers, voilà, qui rendait fou des mecs qui étaient, donc on parle d'un niveau à négatif, parce que Jean-Marie a été -4, je crois, si je ne me trompe pas. Et je l'ai vu rendre fou des mecs avec son chop de revers. Jean-Marie ne recouvrait jamais un revers, et avait énormément de mal à accélérer en coup droit, mais il était extrêmement régulier. Il devait faire maximum 10 fautes directes par match. Et il rendait fou des mecs qui étaient probablement beaucoup plus forts que lui techniquement en face,
qui mettait peut-être beaucoup plus d'intensité que lui en face, mais lui savait exactement ce qu'il devait faire. Il avait un plan de bataille, et puis il s'accrochait, et puis il avait vraiment cette notion il faut que je gagne le point, je vais remettre la balle une fois de plus, et puis il faisait exploser les mecs en face, quoi. Ouais, donc bilan de tout ça, avoir un plan, se connaître, rapidement analyser les coups forts et les coups faibles de l'adversaire, être Oui, capable d'avoir plusieurs solutions, ouais, être capable de varier le jeu, ne ouais, pas faire de fautes, et ça ouais. commence à donner un Alors, cocktail sympa. attention à un truc, pour ceux qui sont adeptes de la visualisation et de la préparation mentale. Euh, Attention à cette idée de ne pas faire de faute, parce qu'en fait, on a tous fait cette expérience. En fait, le cerveau ne connaît pas la négation. On a un cerveau qui visualise beaucoup. Et quand on dit, par exemple, il ne faut pas que je mette la balle dans le filet, notre cerveau va voir une image d'une balle dans le filet. Quand on dit, il ne faut pas que je fasse de double faute, ça nous est tous arrivé, il ne faut surtout pas que je fasse de double faute, bim, double faute. Et donc, il y a un moyen beaucoup plus efficace justement de contourner ces fautes-là, c'est de changer en fait la prononciation de cette phrase, et plutôt que de se dire il ne faut pas que je mette la balle dans le filet, plutôt se dire je vais passer ma balle à, je vais dire quelque chose au pif, mais à 38 cm au-dessus du filet. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, préciser l'objectif et toujours tourner notre objectif, le verbaliser de manière positive. Donc, je vais mettre ma balle 38 cm au-dessus du filet, ou 59, on s'en fout. Mais là, quand on dit ça, on a une visualisation qui est précise, et on a un objectif qui est précis. Et ça marche beaucoup mieux que je ne dois pas faire de Ne faute. pas faire de fautes, ouais. Ouais. Bien joué. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de m'appliquer à moi-même. Je ne dis pas que je l'applique tout le temps, parce qu'on est parfois rattrapé un petit peu par nos vieux démons. Mais quand on arrive à l'appliquer, c'est quelque chose qui est très efficace. Cool. Jean-Charles, aurais-tu un dernier conseil à donner aux joueurs qui veulent se lancer, qui veulent progresser? Oui, alors le conseil que je voudrais donner, c'est de se donner les moyens. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, ben ça tombe pas du ciel. Il faut se bouger, faut s'activer, il faut agir. Donc quelqu'un qui veut progresser, ben il doit passer du temps sur le terrain, il doit taper des balles, il doit faire ses petites expériences, mais il doit aussi passer du temps en dehors du terrain. C'est-à-dire que on n'a pas beaucoup parlé, mais la préparation physique est quelque chose d'extrêmement important à tous les niveaux, parce que déjà c'est quelque chose, quand on la développe, c'est quelque chose qui va vous donner confiance en vous. Quand on fait du physique, on se sent plus fort, on se sent prêt à surmonter des épreuves physiques un petit peu plus importantes, on se sent prêt à aller jouer des matchs un petit peu plus longs. Donc se préparer physiquement, alors ça ne veut pas dire non plus se mettre minable tous les jours, mais je dirais qu'en quatrième série, déjà, si on peut faire un petit footing par semaine, éventuellement une petite séance de fractionné, des petits slaloms, un peu de corde à sauter, des choses qui sont simples, hein, et ben, il faut le faire. Alors beaucoup de personnes, pas que dans le tennis, hein, de manière générale, la maladie que j'appelle la maladie de l'excusite, c'est-à-dire que on a rapidement tendance à se trouver des excuses. C'est très facile de se trouver des excuses pour ne pas faire. Dire ah bah tiens là il pleut, ah bah tiens là il fait froid, ah bah non chez moi j'ai pas de place, je peux pas faire de sport, ou j'ai pas le temps le matin, je me lève, faut que j'aille à l'école, faut que j'aille au travail, machin. Quand on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Donc quand on n'a pas le temps le matin, bah, il faut essayer de se lever une demi-heure plus tôt. Quand on n'a pas de place chez soi, bah, on peut sortir de chez soi et trouver un exercice à faire dehors. Donc voilà, vraiment agir, se prendre en main. Après, quand on monte en niveau, il y a de plus en plus de sacrifices à faire, hein. Les entraînements physiques vont être un petit peu plus réguliers. Il y a des joueurs qui vont aussi faire attention à ce qu'ils mangent. Alors, il ne faut pas non plus vivre comme un moine, il faut aussi se faire plaisir. Il faut faire plaisir à son cerveau et à son corps. Mais voilà, plus on monte en niveau, plus il faut faire de sacrifices, accepter peut-être de passer un petit peu moins de temps
avec ses copains, plutôt que de sortir le soir. Là, je pense plutôt aux ados ou aux jeunes adultes. Ils ont un match le dimanche matin à 9h. Est-ce que je vais en boîte de nuit? Est-ce que je vais au bar? Ou est-ce que je mange des pâtes et je regarde tranquillement un film chez moi et je vais me coucher pour préparer le mieux possible mon match. Voilà, c'est des petits choix, des petits sacrifices et essayer de pas trouver d'excuses, quoi. Ouais. Donc ça, sinon après, progresser, il y a différentes façons de progresser. Notre niveau peut progresser, on peut tout à fait progresser sans forcément faire de compète. Il y en a qui se disent qu'ils feront jamais de compète. Il y en a d'autres qui estiment qu'ils progressent en ayant un classement meilleur. Pour avoir un classement meilleur, il faut aussi prendre son téléphone ou maintenant son internet. Il n'y a plus d'excuses, hein. On peut s'inscrire très facilement sur les tournois et puis aller faire des tournois pour faire des matchs, pour gagner des points, prendre de l'expérience et puis voilà, mais pas d'excuses, hein. Je vois des jeunes là quand je suis au club, des jeunes qui viennent s'entraîner, qui habitent à 5 km, les parents ne peuvent pas les emmener, ils travaillent, les jeunes ils viennent en footing ou ils viennent en vélo et il y en a plein qui diraient non, moi mes parents ne peuvent pas m'emmener donc je ne peux pas venir jouer au tennis. Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Ouais, je reparlais C'est ce question de volonté. matin en racontant l'histoire de Djokovic qui n'avait pas de terrain de tennis à côté de chez lui et le seul truc qu'il avait c'était un bassin de piscine évidemment Piscine sans eau désaffectée, ouais. piscine désaffectée dans lequel il allait taper des balles contre le mur pendant des heures. Je pense que c'est un Ça a bon été exemple de absolument, ouais. Ça a été le cas de plein de joueurs d'Europe de l'Est, Russie, Serbie, où il y a eu la guerre il y a quelques années, où c'était des pays qui étaient pauvres et puis ils n'avaient pas forcément, pas d'excuses. ils avaient pas forcément d'infrastructure pour pouvoir aller s'entraîner. Ils n'avaient pas de bonnes conditions, mais ils ont réussi à se débrouiller pour progresser. Merci. Je sais où est-ce qu'on peut te retrouver pour des cours de tennis? On peut me retrouver au tennis club de Mareil-Marly dans les Yvelines. On peut me retrouver aussi au tennis club de Saint-Nom-la-Bretèche, juste à côté, où j'interviens de temps en temps. Et alors, j'en profite pour faire ma petite pub aussi. Je ne suis pas que prof de tennis. En fait, je travaille aussi beaucoup sur le développement dans la vie des clubs, le dynamisme un petit peu dans les clubhouse. Et depuis quelques mois maintenant, je travaille avec des étudiants d'école de commerce sur le développement de jeux de société tennis pour pouvoir justement les proposer au club et trouver un bon moyen de rassembler dans les clubs de tennis pour sensibiliser un petit peu aussi les jeunes à la culture tennis et tout simplement pour faire vivre un petit peu les clubhouse, rassembler les jeunes et les moins jeunes autour d'une passion commune sans forcément que ce soit sur le terrain. Voilà, je suis assez nostalgique de cette époque, des années 80, 90, les années Yannick Noah. J'appelle ça les années Yannick Noah où c'était la folie, où tout le monde venait jouer. Tout le monde venait jouer et puis après sa partie, après son entraînement, les gens restaient dans le club des heures à boire un coup, à discuter, à refaire le monde. Et moi, c'est ce qui m'a aussi donné envie quand j'étais petit de faire plus de tennis. C'était tous ces bons moments que je partageais avec les autres dans le club. Et j'avais envie de passer mes journées entières, mes week-ends au tennis. Et je trouve qu'on a perdu un petit peu de ça. Aujourd'hui, les gens viennent, ils consomment, ils s'en vont. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des clubs de tennis qui meurent. C'est parce que ça manque un petit peu de vie, ça manque un petit peu de dynamisme. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'existe pas. Ou très peu. Des jeux de société de tennis, j'en développe plusieurs. Il y en a un qui a été commercialisé il y a quelques mois, au mois de janvier, qui s'appelle Get to the Net, que vous pouvez retrouver sur mon site qui est www.tenniskingdom.fr. Et je suis actuellement en train de travailler sur la commercialisation du deuxième jeu de tennis. Je peux vous en donner le nom maintenant. Ça s'appelle Top 100 et qui sortira au mois de septembre. Bon, génial, ça donne envie de jouer. Voilà. Ouais, ça donne envie de jouer. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur progression de tennis, je vous mets un lien en dessous de la vidéo
qui te permet directement d'aller retrouver des séries de cours de revers. Donc, tu reçois une formation gratuite pour t'entraîner en revers que j'ai fait en partenariat avec Jules Marie, où tu vas pouvoir voir le geste du revers, les effets, comment mettre de la hauteur, comme on en parlait tout à l'heure, être capable d'être précis, régulier et à la fin de pouvoir mettre de la puissance et accélérer la balle. Et allez-y, parce que je sais que le revers est le point fort de Jules Marie, si je ne me trompe pas. S'il n'a pas changé, je sais que c'est un métronome en revers, c'est une machine. Merci JC. De rien Arthur, merci à toi, ça m'a fait plaisir. Merci à très bientôt. À plus. À très bientôt. Bye bye. Salut. Si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est certainement que vous avez apprécié l'épisode. Si oui, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire ci-dessous pour qu'on répète ce genre d'événement. C'était Arthur de The Court, la chaîne s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain.